Après l'intervention du président de la CENI, nous passerons à l'étape des interventions des honorables députés. En troisième lieu, à l'issue de ces interventions, la parole sera de nouveau accordée au président de la CENI pour rencontrer les préoccupations exprimées par les honorables députés. En quatrième lieu, après les réponses du président de la CENI, complétées éventuellement par l'un ou l'autre membre du bureau, nous adopterons les recommandations. À ce sujet, il sera mis en place un groupe de travail sous la supervision de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour une meilleure rédaction de ces recommandations. Chers collègues, après nous être fixés sur notre méthode de travail, la parole est à présent au président de la CENI pour nous présenter l'économie de ces deux rapports. Monsieur le président de la CENI, vous avez la parole. Honorables membres du bureau, honorables députés représentants légitimes du peuple congolais, je voudrais commencer par vous remercier pour nous avoir invités, mes collègues et moi, afin de vous présenter, conformément à l'article 52 de la loi organique de la CENI, le rapport général du processus électoral ayant conduit à la mise en place des institutions actuelles de notre pays. À la différence des rapports annuels régulièrement soumis à votre Chambre à échéance légale, en conformité de l'article 28 de la même loi, le présent rapport couvre une longue période d'activité électorale s'étendant de 2012 en 2019. Ces rapports présentent ainsi par-delà les enjeux annuels un aperçu panoramique et un compte-rendu complet de tous les processus électoraux. Il retrace autant la manière dont la CENI a capitalisé les recommandations et résolutions proposées au terme de l'évaluation du cycle précédent, que les activités réalisées pour mener à bout les dix processus électoral, ainsi que les perspectives qui se présentent après l'évaluation objective de ces derniers. Je me dois de souligner ma satisfaction et celle de notre Assemblée plénière du fait que ce rapport est présenté devant les dignes et légitimes représentants de notre peuple, dont le mandat résulte justement du processus dont nous rendons compte. Je me permets donc à cette occasion, mieux vaut tard que jamais, de vous féliciter solennellement, chacun pour votre brillante élection, et vous souhaiter un plein succès dans vos travaux pour le reste de votre mandat. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés, je voudrais d'entrée de jeu solliciter l'indulgence de l'auguste Assemblée afin de commencer cette présentation par quelques notions générales sur le cycle électoral. Ceci afin de nous permettre à tous d'avoir un même entendement des concepts, des agrégats, ainsi que l'ensemble des questions électorales pour une meilleure perception de notre système électoral. L'esquisse de ces concepts et agrégats s'avère d'autant plus important qu'elle devrait permettre à l'ensemble de la population de s'imprégner des notions de base des élections. Contrairement à l'opinion largement répandue qui réduit l'organisation des élections au jour du scrutin, le processus électoral est une séquence d'activités planifiées dans le temps, plutôt qu'une série d'événements organisés de façon discontinue. L'ensemble de ces activités constitue le cycle électoral. Ces derniers est divisé en 3 périodes et 8 phases. Chaque période comprend des activités opérationnelles regroupées en différentes phases. Vous trouverez donc à la page qui suit un diagramme qui représente le cycle électoral avec les éléments détaillés. Période préélectorale.
Phase 1, cadre juridique et réglementaire. Nous y sommes aujourd'hui. Planification stratégique et mise en œuvre. Phase 2, 3, formation des agents électoraux et éducation des électeurs, enregistrement des électeurs et candidats, accréditation des témoins et observateurs, campagne électorale et autres. En période électorale, par contre, vous avez les opérations de vote et des jours de vote, des jours de scrutin. Vérification des résultats, agrégation des résultats, annonce des résultats provisoires, contentieux et résultats définitifs. Et enfin, la période post-électorale qui concerne les évaluations et les réformes. À ce jour, on est en fait dans cette phase. Ces phases constituent le déroulement du cycle électoral obéissant aux standards reconnus internationalement comme critères de base pour l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes. La mise en œuvre des 10 phases n'est nullement soumise aux aléas et enjeux d'intérêt politique. Une fois lancée à travers un chronogramme approprié, ils doivent impérativement se réaliser de façon continue et dans un ordre inaltérable. C'est la notion du chemin critique de tout cycle électoral. Cependant, quoique soumis aux mêmes standards internationaux, les pays n'ont pas les mêmes contextes ni les mêmes réalités. Voici à titre illustratif un tableau comparatif de quelques agrégats électoraux de certains pays africains. Je vous laisse l'opportunité de voir, mais l'élément important sur lequel je peux insister, c'est en termes d'indices ou d'indicateurs sur le coût par électeur. Sur ce point, en République démocratique du Congo, des sources tirées des Jeunes Afrique et de la CENI, nous avons un coût par électeur de 4,9 $. Le pays le plus cher en la matière, c'est plutôt le Kenya et le Ghana, qui respectivement ont 10,3 et 10,9. Au regard des réalités illustrées par ces tableaux, il serait hasardeux de faire des comparaisons qui ne tiennent pas compte des contextes spécifiques de chaque pays. Le contexte congolais, en l'occurrence, est particulier en ce qu'il obéit à ses propres réalités géographiques, démographiques, sécuritaires, politico-administratives, socio-économiques et culturelles. À ce sujet, les agrégats détaillés concernant la RDC peuvent être consultés dans les rapports généraux. Du rapport du contexte des élections en République démocratique du Congo. La période dont nous rendons compte est caractérisée par des paradoxes, des contradictions et des incertitudes multidimensionnelles. À l'issue de l'évaluation du processus électoral de 2011, le calendrier électoral fut suspendu par votre Chambre, avec pour conséquence le non-renouvellement des assemblées provinciales et du Sénat. De là est né le débat sur les arriérés électoraux et la légitimité des organes délibérants issus des élections de 2006. C'est donc le Sénat et les assemblées provinciales. En exécution des résolutions de votre auguste Assemblée, le 4 juillet 2012, la loi organique de la CENI a été révisée le 19 avril 2013, modifiant les organes et la composition de la CENI. En application de cette loi révisée, le bureau de la CENI, sous la présidence du révérend Daniel Ngoï Moulouna, a été contraint de passer la main à un nouveau management. La nouvelle CENI, investie le 12 juin 2013, est alors dirigée par l'abbé Apollinaire Moulongo Malumalu, d'heureuse mémoire, qui malheureusement nous a quittés à fleur d'âge. Une feuille de route et un calendrier électoral fut élaboré pour absorber les arriérés électoraux au niveau provincial urbain.
municipales et locales avec le fichier de 2011 fiabilisé. Cependant, le dit calendrier fut rejeté par bon nombre de parties prenantes au processus au motif qu'il était partiel, parce que n'intégrant pas l'élection présidentielle et les élections législatives prévues en 2016, sur lesquelles la quasi-totalité des acteurs avaient les yeux rivés. Entre-temps, le 24 juillet 2014, la CENI a organisé la reprise partielle de l'élection législative de Befale. Cet exercice aura le mérite d'expérimenter pour la première fois la technique de transmission rapide et sécurisée des résultats le même jour du scrutin à partir des sites de vote. Janvier 2015, un projet de modification de la loi électorale fut initié. Il s'ensuivit une montée des tensions politiques, des violences entraînant mort d'homme. C'est à la suite des suspicions quant à d'éventuelles velléités de subordonner la tenue des élections à l'organisation d'un recensement général de la population. 12 février 2015, dans le souci de répondre à cette exigence de la classe politique sur la programmation de tous les scrutins, la CENI publia un nouveau calendrier. Bien que jugé trop global par la classe politique, ce calendrier a tout de même connu un début d'exécution avec l'inscription de 23 786 candidatures jugées recevables à la députation provinciale. Au même moment, votre auguste Assemblée avait adopté, pour la toute première fois depuis 2006, la loi portant approbation de la répartition des sièges pour les élections municipales et locales. Adoptée en des termes profondément divergents entre les deux chambres, cette loi n'a jamais été appliquée. Il n'est pas anodin de relever qu'une autre divergence s'était installée du fait que la Chambre basse n'était pas favorable à l'organisation des élections législatives avant celle des députés provinciaux, sénateurs et gouverneurs de province, hors mandat depuis 2011, alors que celui des députés nationaux renouvelés depuis lors était en cours. Soucieuse de garantir le maximum de confiance des parties prenantes au processus électoral, la CENI sollicita un audit du fichier électoral pour sanctionner les travaux de la fiabilisation du fichier électoral. Le dit audit fut conduit à partir de juillet 2015 par une mission de l'Organisation internationale de la francophonie en concertation avec les représentants des partis politiques et de la société civile. La conclusion principale de cet audit stipulait: la CENI offre un fichier électoral stabilisé, ne pouvant faire néanmoins l'économie d'une révision du corps électoral spécialement pour les élections générales prévues en 2016. Les réactions de la classe politique ont été virulentes. Pour la majorité d'alors, le fichier fiabilisé était pour l'opposition, il était infecté, tandis que pour la société civile, il était non approprié. Ce climat déjà tendu par le rejet du fichier s'était davantage détérioré du fait de la divergence de vie entre la CENI et le gouvernement. La CENI tenait en effet à l'exécution de son calendrier du 12 février 2015. Les candidatures ayant été déjà réceptionnées en vue des élections provinciales, le gouvernement, pour sa part, privilégiait au travers de la loi de programmation de l'installation des nouvelles provinces l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Sollicitée en matière d'interprétation, la Cour constitutionnelle rendit l'arrêt R-Cons 0089/215, par lequel il ordonna à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tous les processus conduisant
conduisant aux élections prévues dans son calendrier du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections globales. À la suite de cet arrêt, le calendrier est ainsi suspendu et bien que fiabilisé, le fichier électoral est déclaré obsolète. Telle est la situation héritée par votre serviteur lorsqu'il est désigné président de la CENI. 3 semaines après la démission de l'abbé président, et 9 mois seulement avant l'échéance des délais constitutionnels des élections générales prévues en 2016. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorables députés, à notre arrivée ou à notre prise de fonction, l'évaluation du processus électoral en exécution de l'arrêt R-Cons 089/2006 évoqué a permis d'identifier les obstacles suivants. Les députés provinciaux, sénateurs et gouverneurs élus en 2006 sont toujours en fonction, alors que leur mandat était échu depuis 5 ans. 2. En application de l'article 2 de la Constitution, le nombre de provinces passe de 11 à 26. L'absence d'un fichier électoral actualisé et adapté à la nouvelle configuration des provinces. La méfiance généralisée entre acteurs politiques. L'impératif du respect du délai constitutionnel pour la tenue des élections générales. Le défi du financement du processus électoral et surtout le rôle ambigu de la communauté internationale. Que faire dans ces contextes? Nous avons dégagé une nouvelle feuille de route déclinant les principaux axes, notamment la refonte du fichier, l'appui à l'élaboration du cadre légal et réglementaire, la publication du calendrier et la recherche de financement des élections. Nous nous sommes ensuite lancés dans la mise en œuvre de la feuille de route en maintenant les cadres de concertation avec toutes les parties prenantes. Février 2016, la CENI lance le processus d'acquisition des kits d'enrôlement et de matériel par un appel d'offres international qui a abouti à l'enrôlement du premier électeur à Gbadolité le 31 juillet 2016. Cet enregistrement a ainsi consacré le lancement de l'opération de révision du fichier électoral. Cette démarche parfaitement légale a suscité néanmoins, paradoxalement, de vives critiques de parties prenantes. La CENI s'est retrouvée devant un dilemme, à savoir, d'une part, l'obligation de tenir les délais constitutionnels pour l'organisation des élections présidentielles en 2016, d'autre part, l'impossibilité technique avérée de tenir ces élections, faute du fichier électoral en cours de constitution. Sollicité encore à cet effet, la Cour constitutionnelle a rendu le 17 octobre 2016 l'arrêt R-Const 0338, par lequel elle a constaté l'impossibilité pour la CENI d'organiser les scrutins prévus dans son calendrier. Elle a autorisé par conséquent à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable exigé par les opérations techniques de refonte du fichier électoral afin de s'assurer de la régularité du scrutin prévu. En dépit de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, le processus électoral reste néanmoins plombé par la persistance des divergences entre acteurs politiques caractérisés par des marches, des villes mortes et des pressions de tout genre. Cela étant, un minimum de consensus reste donc requis sur les options majeures à lever, notamment la révision des refontes du fichier électoral, la durée de la refonte du fichier électoral,
le délai de l'organisation des élections combinées et le séquencement de celles-ci. Pour ce faire, un premier dialogue est convoqué à date du 9 septembre 2016, sous l'égide de l'Union africaine et la médiation de l'ancien président togolais, l'ancien premier ministre togolais, Edom Kojo, d'heureuse mémoire. Faute d'une inclusivité plus large, un deuxième dialogue est convoqué en décembre 2016. Pour ce faire, des résolutions pertinentes sont formulées à l'endroit de la CENI, notamment celle de la poursuite de la reconstitution du fichier électoral et la publication du calendrier pour les élections combinées présidentielles, législatives et provinciales. Nous avons effectivement poursuivi l'opération de révision des fichiers qui s'est clôturée le 31 janvier 2018. Nous avons publié le calendrier électoral le 5 novembre 2017 qui a permis la tenue des scrutins combinés du 30 décembre 2018. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, sur ces parcours, d'autres phénomènes perturbateurs se sont également invités. Le cycle quasi infernal de violence et d'insécurité dans la sous-région, notamment les guerres au Soudan du Sud et en République centrafricaine, qui ont occasionné un déferlement des réfugiés sur le territoire congolais, en province du Nord Ubangi, Bazuélé, Owélé et Ituri. Des mouvements massifs de personnes entraînant la perturbation de vivre ensemble dans les territoires d'Irumu. Le phénomène Bororo qui menace jusqu'à ce jour la paix sociale dans les Ouélés. L'expulsion de nos compatriotes du Congo-Brazzaville et de l'Angola. À ces différents phénomènes, il faut ajouter les pertes des matériels de la CENI, soit par incendie ou par acte de vandalisme, l'insécurité liée à l'activisme des groupes armés dans l'Ituri, le Nord Katanga et le Nord Kivu et Sud Kivu, le Maniema, les conflits intercommunautaires à Yumbi, dans la province de Maïndol et dans les Tanganyika, ainsi que les phénomènes Kamwena Sampu dans l'espace des anciens Kasaï oriental et occidental. Le bilan de ces cas de sécurité pour la CENI est lourd. 27 agents tués, dont 3 par décapitation. Paix à leurs âmes. Une pensée pieuse à leur mémoire est recommandable à la nation tout entière. Outre cette situation sécuritaire, il faut ajouter à l'analyse du contexte global dans lequel le processus a évolué l'attitude condescendante de certains partenaires internationaux de notre pays et la maladie à virus Ebola au Nord Kivu. La méfiance des acteurs qui a généré des postures d'opposition des principes à toute suggestion venant du camp considéré à tort ou à raison comme étant adverse. Cette attitude a amené les acteurs politiques à se récrécoviller sur leurs dogmes fermant ainsi leur esprit à toute lumière ne provenant pas de leur chapelle. À cet égard, l'innovation de la machine à voter aura eu ses Galilées, mais l'essentiel, c'est qu'elle tourne. Elle a en effet permis à chaque électeur congolais d'exercer son droit de vote et continuer au traitement rapide et fiable des résultats. Tous ces événements ont eu un impact négatif sur le processus électoral, constituant des défis qu'il a fallu surmonter pour maintenir le cap vers son point culminant, à savoir l'organisation des élections le 30 décembre 2018. C'est dire combien, honorables députés, maintenir le cap du processus dans ce contexte a été particulièrement difficile, contraignant, sinon éprouvant. Il est évident que le procès souvent intenté à la CENI et les jugements des acteurs à son égard sont sévères. En tout état de cause, bénéficiant de l'accompagnement des autres institutions de la République,
la CENI, contre vents et marées, a rempli sa mission. Cependant, ce rapport sur le déroulement du processus électoral ne doit pas être perçu comme un rapport du travail de la CENI seule, mais le fruit de nos efforts et actions conjuguées. C'est ici l'occasion pour moi de rendre des hommages mérités à mes deux prédécesseurs, le révérend Daniel Ngoy et l'abbé Apollinaire Malumalu, ainsi qu'à leurs équipes respectives, pour leurs efforts et sacrifices consentis dans le laborieux cheminement vers l'accomplissement de ce cycle électoral. J'adresse une note particulière et des hommages appuyés à mon maître père, l'abbé Apollinaire Malumalu, précurseur et concepteur de l'architecture électorale dont dispose aujourd'hui le pays. Je m'en voudrais de ne pas exprimer mes chaleureux remerciements à tous mes collègues membres de la plénière ici présents pour leur dévouement et le sens des collaborations, ainsi qu'à l'ensemble du personnel technique et administratif de la CENI, tant du siège que de différents démembrements, pour tous les sacrifices endurés tout au long de ces processus. De même, l'implication et la détermination des autres parties prenantes institutionnelles méritent d'être saluées, car il n'y a pas d'élection sans volonté politique. Enfin, que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué au succès de ces processus électoraux trouvent ici l'expression de notre gratitude. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, après cet aperçu panoramique du contexte particulier dans lequel la CENI a conduit le processus, qu'il me soit permis de relever les acquis indéniables ci-après. Un cadre légal électoral disponible, susceptible de subir des modifications ou des améliorations. C'est la raison majeure du débat sur les réformes que certains de vos collègues ont déjà initié, que la CENI salue. Une cartographie administrative stabilisée avec un atlas électoral. Une base de données géospatialisée utile à toutes les institutions de la République. 4. Un fichier électoral à même de prendre en charge tous les scrutins. Un système de gestion des données moderne. 5. Le financement sur fonds propres de tous les processus électoraux. À la suite, bien entendu, d'une planification rigoureuse, un management innovant et une logistique adaptée aux moyens disponibles. Le rôle catalyseur de la CENI dans la mise en œuvre de l'article 2 de la Constitution. La machine à voter comme outil permettant la réduction du coût, la simplification et l'uniformisation et la sécurisation des bulletins de vote, ainsi que la fiabilité et la rapidité dans la transmission des résultats. L'expertise nationale électorale avérée qui dépasse les frontières. Beaucoup de pays africains, à ce jour, en font la demande. Expertise sur laquelle il faut compter, malgré le fait que nul n'est prophète chez soi. Enfin, l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir d'État après 60 ans d'indépendance. Des nouvelles institutions ont été installées et sont fonctionnelles. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Aussi, l'auguste représentation nationale devant laquelle j'ai l'honneur de présenter ces rapports en est l'une des émanations. Nous assistons
Nous assistons également à un phénomène nouveau. Nous assistons à un phénomène nouveau en République démocratique nouveau. Nous vivons ces jours, ces phénomènes. Un ancien président de la République, libre et vivant dans son pays. Avec un président de la République élu en fonction. Silence, s'il vous Pour plaît. en revenir au rapport lui-même. Pour en revenir au rapport lui-même, Monsieur le Président, honorable député, il se déploie sur 5 grandes parties que je vais vous présenter brièvement, car mon propos va davantage s'appesantir sur les perspectives et les recommandations résultats de ces rapports. Première partie, évaluation des scrutins combinés des élections de 28 novembre 2011. L'évaluation du processus combiné, des scrutins combinés du 28 novembre 2011 a été faite par la CENI et par l'Assemblée nationale, ainsi que par les différentes missions d'observation électorale nationale, notamment celle de l'Union européenne, du Centre Carter, de la SADC et de la CENCO. À cette occasion, les difficultés ayant émaillé du scrutin furent relevées. L'examen minutieux de ces difficultés avait conduit votre auguste Chambre à prendre notamment des recommandations qui sont déclinées dans les rapports. Y faisant suite, la nouvelle loi organique, donc ainsi adoptée en 2013, avec la nouvelle CENI composée d'une assemblée plénière de 13 membres, dont 6 du bureau. La nouvelle équipe est alors conduite par l'abbé. Deuxième partie, des activités électorales de juin 2013 à novembre 2015. Cette période a été marquée par la mise en œuvre des recommandations de l'Assemblée nationale, ici des évaluations des scrutins de 2011. Le premier moment de cette période fut la restructuration de la CENI, avec l'installation de sa plénière et de ses animateurs. Les innovations introduites dans cette nouvelle loi portaient essentiellement sur l'indépendance, la neutralité et la crédibilité de la CENI. Le même débat s'est invité aujourd'hui, comme de coutume, à la fin de chaque cycle électoral. Au cours de cette période, furent organisées la reprise des élections à Befale, ainsi que certaines élections demeurées en friche par rapport au cycle électoral, notamment celles des gouverneurs et de vice-gouverneurs des provinces du Sud Kivu, ancienne province orientale et du Congo central. Les opérations de fiabilisation du fichier électoral et de déstabilisation des cartographies opérationnelles furent également poursuivies, en même temps que la CENI procédait aux préparatifs des élections provinciales. L'opération de stabilisation des cartographies opérationnelles a abouti à la confection d'un atlas électoral. Ces résultats sont d'une grande utilité autant pour l'organisation des élections que pour l'efficience de l'administration du territoire national, subdivisé aujourd'hui en 26 provinces, 32 villes, 145 territoires, 310 communes, 734 chefferies secteurs, 6 095 groupements et 87 710 villages. C'est un acquis et c'est grâce à ce travail de la CENI que nous avons aujourd'hui des entités stabilisées à ces points. Troisième partie, activité électorale de novembre 2015 à mai 2019. Il y a lieu de préciser que cette période est marquée par le remplacement aussi bien au présidium de la CENI qu'à son secrétariat exécutif national. Après évaluation, la CENI opta pour la refonte du fichier électoral. Cette option est dictée par plusieurs raisons, notamment la nécessité d'inclure les nouveaux majeurs
et élaguer les morts. Dans la foulée, firent organiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces dans les provinces dirigées par des commissaires spéciaux. La relecture du cadre légal, des textes de loi dont certaines dispositions étaient contradictoires. Ainsi furent adoptées au Parlement, puis promulguées les nouvelles lois, à savoir la loi portant identification et enrôlement des électeurs, la loi électorale elle-même, ainsi que la loi sur la détermination des circonscriptions et la répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Menée en bravant plusieurs contraintes d'ordre technique, politique, financier et sécuritaire, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs a abouti au résultat ci-après. 40 024 897 électeurs après une opération réussie de dédoublonnage. C'est la base de données la plus importante dans la région de la SADC et en Afrique, en dehors du Nigeria, de l'Éthiopie et de l'Égypte. Évidemment, c'est la base de données la plus importante. Les opérations d'inscription des candidats à travers les 179 bureaux de réception et traitement des candidatures ont abouti aux résultats suivants. Nombre de candidatures pour 603 partis politiques et 73 regroupements politiques, sans compter les indépendants. Présidentielle, 21 candidats, dont une femme pour un siège. Présidentielle, députation nationale, 15 355 candidats, dont 1 760 femmes pour 500 sièges à pourvoir. Il y a de quoi saluer et vous féliciter pour cette bravoure, parce que c'est un parcours des combattants. Députation provinciale, 19 640 candidats, dont 2 275 femmes pour 715 sièges à pourvoir, sans compter les 65 à coopter. Au sénatorial, 938, dont 119 femmes pour 108 sièges à pourvoir. Gouverneurs et vice-gouverneurs, 230, dont 18 femmes pour 26 provinces. Au sujet des scrutins combinés du 30 décembre 2018, les rapports décrivent l'ensemble des opérations, de l'élaboration des guides de procédure, à la publication des résultats définitifs, après la gestion du contentieux, en passant par la convocation de l'électorat, le recrutement de la formation du personnel, la campagne électorale, la prise en charge opérationnelle est faite en s'appuyant sur les agrégats suivants. 75 363 bureaux de vote, 21 699 centres de vote, 179 centres locaux de compilation des résultats, 627 245, dont, 627 245 membres du personnel opérationnel, dont 511 911 pour les scrutins. Poids d'équipements, matériel et documents, près de 30 000 tonnes, dont 8 000 pour les scrutins. Il est important de relever également les cas de Yumbi, Beni et Butembo, où les élections n'ont pas eu lieu le 30 décembre 2018 pour des raisons d'insécurité et ou des maladies à virus Ebola. Nous avions demandé l'indulgence de cette partie du territoire. La CENI devait commander 106 000 machines à voter, les coûts cumulés étant de 177 millions de dollars. C'est essentiellement grâce à la dextérité
dans la planification faite par le management de la CENI, que la CENI a pu surmonter ces ultimes obstacles en recourant à des fonds additionnels alloués par le gouvernement et aux contingences de matériel positionnés dans les différents hubs logistiques du pays. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, ayant passé en revue ce panorama, nous voici à la partie sur laquelle qui interroge aujourd'hui le débat en cours. Ainsi, je m'en vais donc vous présenter des perspectives et des recommandations et aperçus des différentes réformes. Tout le monde parle aujourd'hui des réformes électorales, mais il n'est pas évident que tous ceux qui en parlent aient la même compréhension ou le même objectif. Je voudrais apporter ici l'éclairage de la CENI à cet égard, afin que le moment venu, l'auguste Assemblée puisse décider en connaissance des causes, conformément à l'article 9 de la loi organique, qui confère à la CENI la qualité de conseiller technique en matière électorale, aussi bien du Parlement que du gouvernement de la République. En filigrane de la réflexion globale sur la nécessité des réformes, quelques questions de fond se posent. Relevons à titre illustratif les suivantes. Faut-il modifier les lois essentielles sur les élections à chaque cycle électoral? Au cas où l'on opte pour une réforme, jusqu'où peut-on aller? Au regard de la méfiance entre acteurs, comment garantir un minimum de consensus sur les matières à soumettre à la réforme et la démarche à suivre? Comment concilier toutes ces réformes envisagées avec l'impératif du respect du délai constitutionnel de scrutin de 2023? Faut-il subordonner l'organisation des élections au recensement général de la population? Quid du coût exorbitant de la démocratie quant à l'organisation des 11 scrutins et la prise en charge des institutions issues de ceux-ci? Comment moraliser la vie politique? Autant de questions. Tout en relevant le fait que les réformes sont importantes, et il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne sont cependant pas obligatoires, car avec ou sans réforme, les élections peuvent être organisées, tant il est vrai que le débat y afférent est souvent orienté et subjectif. Bien plus, une réforme profonde du système électoral va certainement prendre plusieurs années et toucher même à la loi même. À ce sujet, oserions-nous recommander l'objectivité et la lucidité dans un débat dépassionné? Mais nous comptons sur la sagesse de cette Chambre pour trouver la voie idoine. Les réformes électorales se comprennent sous deux volets, à savoir celui qui concerne l'organe de gestion des élections, la loi organique, et celui relatif au scrutin, la loi électorale. Les deux lois renferment les mêmes préoccupations en termes de priorités, de contraintes de temps ou encore d'incidents constitutionnels. De la réforme de l'organe de gestion, loi organique de la CENI. Pourquoi une structure indépendante d'organisation des élections, alors que dans une administration ou dans d'autres administrations, cette tâche reviendrait au ministère de l'Intérieur? Le principe d'instituer une telle structure aura été dicté par la méfiance des acteurs depuis Sun City, 2002. À ce sujet, la commission électorale indépendante est mise en place par la Constitution de la transition et une loi organique à cet effet est adoptée. Composée d'un bureau et d'une assemblée plénière de 21 membres, cette CEI
organise les élections de 2006. Après ces élections, les faiblesses identifiées à la suite de cette élection amènent les acteurs politiques à exiger la réforme de la loi organique. Cette réforme est faite en 2010 et la CEI devient la CENI, avec un bureau de 7 membres, l'Assemblée plénière ayant été supprimée. Cette CENI organise les élections de 2011. Les débats qui naissent dès l'annonce des résultats issus de cette élection amènent la réforme de la loi organique en 2013. Une nouvelle équipe est installée. Le législateur ramène l'Assemblée plénière décriée lors de la réforme de 2010. Après l'organisation des scrutins combinés de 2018 ayant abouti à l'alternance tant acclamée, un autre débat sur la restructuration de la CENI prend corps. Nous y voici aujourd'hui. Le débat sur la réforme électorale est aussi vieux que le début de la démocratie dans notre pays. Il refait surface à la fin de chaque cycle électoral, au point que les options rejetées au cycle passé reprennent le dessus au cycle suivant, avec comme leitmotiv le mot suivant: garantie de transparence, indépendance, neutralité des membres, mais surtout la composition des membres. À ces concepts, les vocables en vogue aujourd'hui, c'est la dépolitisation de la CENI. Avec ce cadre légal changeant, à chaque cycle électoral, le pays a déjà organisé 3 cycles électoraux. Il en est à son 4e. Si on tient absolument à une énième modification de la loi organique en vigueur, voici les options que la CENI soumet à votre appréciation. Première option, suppression de la CENI. Cette option aurait pour conséquence, sur le plan légal, la modification de la Constitution est touchée l'article 211. Sur le plan technique, la création d'une technostructure de gestion des élections rattachée au gouvernement. Sur le plan politique, une telle option requiert un consensus très large pour garantir le minimum de confiance. Deuxième option, l'option de maintenir la CENI. Une telle option a l'avantage de faire l'économie de la modification constitutionnelle. La CENI constate et salue à sa juste valeur la proposition Lutundula qui rentre dans cette logique à ce jour. À ce sujet, en plus d'idées déjà évoquées par les honorables députés, la CENI constate que la CENI entend contribuer à ce stade de débat avec des propositions ci-après. Première proposition, disposer de manière précise que les personnalités indépendantes choisies ne soient ni des personnalités politiques élues, ni des candidats non élus, à quelque niveau de scrutin, encore moins des militants avérés de premier rang ou exerçant des activités politiques connues au sein des partis et regroupements politiques. Articles 10 et 12 de la loi organique. Renforcer l'indépendance des personnalités choisies en leur conférant par voie légale le caractère d'inamovibilité tout au long du mandat. Cela revient à dire qu'un membre ne peut être remplacé selon la volonté de la composante qu'il a désignée, sauf les cas d'empêchement prévus par la loi. Préserver la mémoire institutionnelle par un renouvellement partiel des membres de la CENI en fin mandat. En fait, c'est l'exemple de la Cour constitutionnelle. Votre auguste va entériner de nouveaux membres dans les jours qui viennent. Les 13 membres ici présents vont partir et de nouveaux membres vont venir. Très souvent, en faisant ainsi,
tous ces nouveaux membres, on ne sait pas s'ils auront déjà compris l'ABC des élections. Ça crée souvent un vide institutionnel. L'argument plaidant pour un tel maintien, je m'excuse, dans l'hypothèse du métier de la désignation du président par les confessions religieuses, donc c'est le président de la CENI, il va falloir l'énoncer clairement à l'article 10, alinéa 2 de la loi organique de la CENI. Question de savoir, faut-il garder les confessions religieuses pour désigner le président de la CENI? En quoi sont-ils différents des autres organisations de la société civile? Ce sont des questions que nous... La neutralité et l'impartialité requis pour ces gens est-il réellement garanti? Autant de questions. Néanmoins, l'argument plaidant pour le maintien des confessions religieuses procéderait du besoin de préserver l'esprit d'inclusivité de toutes les parties prenantes, tel que prôné par l'accord de Sun City. Tant il est vrai que si l'implication des composantes politiques dans la désignation des membres permet d'en garantir la transparence, il est tout aussi vrai que la présence des confessions religieuses est un signe non négligeable de la participation citoyenne dans la représentativité la plus inclusive. Quant à la proposition d'instituer un organe interne de contrôle à la CENI, l'idée serait une source de lourdeurs et de blocage des opérations électorales, lesquelles sont souvent soumises aux contraintes calendaires. Par ailleurs, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI institue déjà un contrôle sur la gestion et sur les opérations électorales conformément aux articles 42 et 52. En définitive, outre les raisons évoquées si haut, il y a lieu de tenir compte des contraintes de temps. Une restructuration sous le mode de tabula rasa est de nature à retarder la tenue des scrutins prochains. Des réformes de la loi électorale. Les objectifs génériques des réformes à envisager pour les scrutins devraient concourir au point suivant. Rendre facile la tenue des scrutins prévus par la loi. Réduire les coûts des élections. Viabiliser les institutions, donc répondre aux contraintes budgétaires. Amenuiser la tension, surtout pour les élections présidentielles. Des élections locales. Le cadre légal des élections prévoit 11 types d'élections, dont 6 au niveau local, qui n'ont jamais été organisées depuis 2006, pour des raisons techniques. On peut donc constater un moratoire du fait qui réfléchissent toute une responsabilité, notamment en ce qui concerne les coûts prohibitifs de l'organisation des élections, mais davantage pour la prise en charge. C'est d'ici on organisait les élections locales dans le format actuel. Nous devons nous attendre à 11 737 élus et 734 conseillers locaux, 311 conseillers municipaux et 32 conseils urbains, sans oublier la non-viabilité à stade actuel des structures locales devant abriter les organes délibérants ici des élections. Deux options se pointent donc devant nous. Première option. La première option consisterait à faire un moratoire sur les élections locales pour une durée raisonnable à déterminer. L'idée ici est que pourquoi garder ou indiquer qu'on doit organiser ces élections alors qu'on n'arrive jamais à les organiser? Ceci aura comme implication
la nomination des animateurs locaux par une autorité à déterminer. Dans les cas d'espèce, c'est souvent le président de la République. La suspension de certaines dispositions de la loi électorale et l'installation d'un système de contrôle administratif et financier à la base. Deuxième option. La deuxième option consisterait à garder les élections locales, mais en ramenant les entités territoriales décentralisées au niveau des territoires actuels. Cela réduirait le nombre des conseils de 1077 à 177, 145 conseils territoriaux et 32 conseils urbains, et présenterait un avantage budgétaire énorme pour les trésors publics et une facilité opérationnelle importante pour la CENI. Les conséquences politiques d'une telle option seraient, au milieu urbain, maintien des conseils urbains. Donc, on ne fait que l'élection des conseils urbains, des maires et des maires adjoints. Et suppression des conseils communaux, mais on nomme les bourgmestres et les bourgmestres adjoints. En milieu rural, maintien des conseils territoriaux, suppression des conseils de chefferie et conseils de secteur, nomination des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Une telle démarche requiert tout de même la modification de la Constitution, de la loi organique sur les entités territoriales décentralisées, de la loi sur la libre administration des provinces et de la loi sur les subdivisions à l'intérieur des provinces. Des élections législatives. Les élections des députés nationaux et des députés provinciaux sont actuellement organisées selon le système proportionnel, des listes à une voix préférentielle avec l'application de la règle du plus fort reste, plus le seuil de représentativité. Il a l'avantage d'une plus grande représentativité et facilite la constitution des grandes formations politiques. La faiblesse majeure est la quasi-exclusion des candidatures des indépendants. La question est de savoir si l'on maintient ces élections sous ces modes de scrutin. Il s'agit concrètement de savoir s'il faille ou non maintenir la proportionnelle ou le seuil légal de représentativité. Dans l'examen de ces préoccupations, il n'est pas inutile de rappeler que l'adoption de ces systèmes était en son temps dictée par des considérations techniques et politiques évidentes. Dès lors, la réforme autour de la question nécessite analyse et profondeur, analyse en profondeur et lucidité. Des élections des sénateurs et de gouverneurs de province. Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale à la représentation proportionnelle des listes ouvertes, à une seule voix préférentielle, avec l'application de la règle du plus fort reste pour un mandat de 5 ans renouvelable. Tandis que les gouverneurs et les vice-gouverneurs de province sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Il a été constaté que la taille réduite de l'électorat a favorisé des pratiques peu recommandables, telles que la corruption, les intimidations des électeurs, la violation du secret des votes par l'utilisation d'appareils photographiques et autres, la séquestration des électeurs, etc. Afin de lutter contre ces pratiques décriées, il y a lieu, sans nécessairement aller au suffrage direct, de réfléchir sur l'élargissement de l'électorat de cette élection. Dès l'élection présidentielle, je demande votre indulgence parce qu'en tant que technique, malheureusement, on donnera les options sans état d'âme. Et il appartiendra à la représentation nationale d'en tirer les conséquences après appréciation.
de l'élection présidentielle, le président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité simple de suffrages exprimés pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ce système a pour avantage d'amoindrir les coûts des opérations électorales, mais revêt comme inconvénient la faible légitimité éventuelle du président élu. Dès lors, 3 options ou 3 questions se posent en termes d'options, chacune ayant ses implications. 1. Faut-il garder l'élection présidentielle à un tour? Il n'y aurait alors aucune conséquence innovante. Deuxième question. Faut-il revenir à 2 tours? Les conséquences seraient Monsieur le Président, honorables députés, les conséquences seraient, sur le plan légal, modifier les articles 70 et 71 de la Constitution et les dispositions subséquentes de la loi électorale. Sur le plan techno-financier, tenir compte du coût excessif des scrutins, mais aussi de la... S'il vous plaît, laissons le président terminer son discours. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Sur le plan techno-financier, tenir compte du coût excessif du scrutin, mais aussi de la contrainte opérationnelle et logistique. Sur le plan politique, s'attendre à une légitimité renforcée du président élu, cependant avec un risque réel de polarisation des tendances en présence, ainsi qu'une délicate gestion de la période précédant le deuxième tour. Enfin, faut-il élire le président de la République au scrutin indirect? S'il vous plaît, vous aurez le temps de vous exprimer, s'il vous plaît. La question ne vous est pas posée directement. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci beaucoup. Puis-je continuer, honorable président? Vas-y, président, vas-y. Faut-il élire le président de la République au scrutin indirect? Dans l'affirmatif, quel serait alors le corps électoral? 2 alternatives peuvent se présenter. Élection au niveau de 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Ou alors élection par tous les élus des organes délibérants de la République à tous les niveaux. Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale et, le cas échéant, tous les membres des organes délibérants locaux. Cette option Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Honorable Président, honorables députés, je pense que nous ne sommes pas encore au débat. Nous vous donnons juste les informations techniques. On soumet à votre appréciation. Élection. Cette option d'élection indirecte aura pour conséquence, sur le plan légal,
la modification des articles 70 et 71 de la Constitution et des dispositions subséquentes des autres textes légaux y relatifs. Sur le plan technico-opérationnel et financier, la simplification des scrutins et la réduction drastique des coûts. Des dispositions communes à tous les scrutins. S'agissant des dispositions communes, plusieurs questions demeurent préoccupantes. Il s'agit notamment du vote des Congolais résidant à l'étranger, des conditions d'inéligibilité pour les personnes condamnées à la suite d'un jugement irrévocable. Après avoir purgé leur peine, article 10, quelqu'un qui n'a pas été éligible parce qu'il a été condamné avec un jugement irrévocable, après avoir purgé sa peine, doit-il rester inéligible ou il peut requérir son... La question d'éthique et de justice vis-à-vis du colistier venant en ordre utile de voix dans la liste en cas de vacances, décès ou empêchement définitif des candidats élus. La question des candidats ayant postulé à la fois à plus d'un scrutin à différents niveaux, avec une suppléance organisée par les membres de la famille biologique. Peuvent également faire l'objet d'examen par votre auguste Assemblée les questions suivantes. Le dédoublement de certains partis politiques et regroupements politiques à la veille des scrutins, en violation de l'article 12 de la loi électorale, qui impose au ministère de l'Intérieur de clôturer l'enregistrement des listes des partis politiques au plus tard 12 mois et celle des regroupements politiques 3 mois avant l'ouverture de l'inscription des candidatures. La nécessité d'harmoniser la loi électorale avec celle portant sur les juridictions de l'ordre administratif, relativement au second degré des juridictions dans les contentieux des candidatures. Les injonctions judiciaires à l'administration électorale dans la perception des dossiers des candidatures après la forclusion des délais de dépôt et de traitement des candidatures. La campagne électorale faite par les ministres et mandataires publics en fonction et la difficulté pour la CENI de sanctionner l'abus de biens sociaux pendant la campagne électorale. La problématique des décisions judiciaires manifestement illégales prises par des juridictions en dernier ressort. La nécessité d'établir une nette distinction entre les inéligibilités et les incompatibilités. La problématique du respect des délais dans le traitement des contentieux électoraux et leur harmonisation avec la période de validation des mandats dans les assemblées délibérantes. Toutes les préoccupations soulevées sont la somme de l'expérience vécue tout au long de ce cycle électoral par la CENI, qui reste à la disposition de votre auguste chambre pour apporter sa contribution lors des prochains débats. Honorable Président, honorables membres du Bureau, la CENI est une institution permanente d'appui à la démocratie selon le vœu du Constituant. Dans ses attributions, elle est appelée à la fin de chaque cycle à amorcer immédiatement les préparatifs des cycles suivants. Son fonctionnement ne peut donc connaître une interruption. Il est cependant constaté
qu'au terme de chaque cycle, l'intérêt de prendre en charge les besoins de la CENI tels que prévus par la loi est limité. La CENI est reléguée aux oubliettes. Cette situation est d'autant plus préjudiciable qu'elle impacte négativement sur les activités relevant de la période préélectorale telles que déclinées précédemment. Les frais de fonctionnement ne sont plus versés. Cette situation a pour conséquence, entre autres, l'impaiement de plusieurs mois d'arriérés des loyers de certains entrepôts dans les 145 territoires et 32 villes. L'incapacité par la CENI de renouveler les loyers des segments spatial de VESAD, interrompant ainsi la délivrance des duplicata de cartes d'électeurs sur l'étendue du territoire national. L'impaiement des factures d'eau et d'électricité. À 2 reprises, le bureau de la CENI a connu des coupures par la SNEL et la Régie des eaux, faute de paiement des factures. L'instabilité des sources d'énergie mettant en péril la gestion efficiente de son système d'information, réseau, serveur de base de données électorales. Quant à la rémunération, il y a lieu de préciser que le personnel permanent accuse plus de 8 mois d'arriérés de salaire pour l'année 2019 et depuis janvier 2020, un rabattement arbitraire de plus de la moitié des salaires est appliqué à la CENI. Ces rabattements est le deuxième de ce genre, après celui de 20% en 2012. Cette pratique est en contradiction avec les articles 6 et 23 de la loi organique de la CENI, qui consacre son autonomie administrative et financière à travers un budget propre sous forme d'une dotation, ainsi que l'impératif d'allouer une rémunération équitable de nature à garantir l'indépendance du personnel. C'est la loi. Je ne saurais clore cette partie sans relever le fait que la CENI n'a pas de siège et des entrepôts propres, car le siège actuel de la CENI fait l'objet d'un gros contentieux, alors que le site qui abritait ces entrepôts centraux a été cédé par le gouvernement à l'ambassade américaine. Actuellement, tous les matériels et les équipements électoraux de la CENI à Kinshasa se trouvent entreposés en plein air à l'aéroport international de Njili. Et à travers toutes les provinces, les menaces de déguerpissement se multiplient, faute de paiement de plusieurs mois de loyer. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, que dire au terme de cet exercice? La République nous a confié une mission. Nous l'avons accomplie. Et je disais que la République nous a confié une mission, nous l'avons accomplie. Et comme le dit l'adage classique, finis coronat opus, c'est la fin qui couronne l'œuvre. Cette œuvre a été saluée par tous. La population congolaise, les continents africains, autant que les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, se sont particulièrement félicités de la toute première alternance pacifique et civilisée advenue au sommet de l'État, alors que d'aucuns faisaient des prédictions apocalyptiques. C'est ici le lieu de rendre des hommages mérités au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
et à son prédécesseur, le sénateur à vie, le président Joseph Kabila Kabange. Comment, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, comment en effet ne pas apprécier à sa juste valeur le fait que les résultats des élections n'ont pas été annoncés dans un char de combat? Aucun coup de feu n'a été tiré. Au contraire, l'annonce des résultats provisoires a été accompagnée par des scènes de liesse populaires. La République démocratique du Congo est restée un pays. La République démocratique du Congo est restée un pays debout. De nouvelles institutions ont été installées. Le président de la République, votre auguste assemblée, le Sénat, les assemblées provinciales, les assemblées provinciales de 2006 renouvelées après 12 ans, les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs installés dans les 26 provinces. Nous en rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, lui le maître des temps et des circonstances, sans qui nous ne pouvons rien accomplir. Loin de nous, néanmoins, la prétention d'affirmer que tout a été parfait, l'œuvre humaine restant perfectible. Chacun des 3 cycles électoraux qu'a connu le pays a eu ses forces et ses faiblesses. En dépit des soubresauts inhérents à tout processus électoral, du contexte particulier de notre pays, ainsi que les tensions diverses, les élections ont néanmoins permis aux institutions démocratiquement élues de fonctionner normalement et de consolider davantage, au fil du temps, la démocratie chèrement acquise. Par ailleurs, il n'est sans doute pas superflu de relever le fait que les élections sont par essence un conflit, mais un conflit organisé. Dans notre cas, il s'est agi de départager pour l'élection présidentielle 21 candidats, pour l'élection des députés nationaux 15 355 candidats, pour l'élection des sénateurs 938 candidats, pour l'élection des députés provinciaux 19 640 candidats, pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs 115 candidats. Naturellement, les sièges à pourvoir étant limités, les élus et leurs divers appuis ne peuvent que manifester leur mécontentement. Il est tout à fait compréhensible qu'à certains égards, la CENI en soit la cible. Toutefois, pour ceux qui sont ou ceux qui se sont sentis offensés, indépendamment de notre bonne volonté, nous implorons leur indulgence du haut de cette tribune. Cela étant, le système reste perspective à tous égards.
Il reste encore beaucoup à faire. Il revient donc aux élus légitimes du peuple souverain que vous êtes de jeter de nouvelles bases sur cet édifice démocratique déjà consolidé en vous servant des différentes pistes que la CENI vient de mettre à votre disposition. Vous aurez remarqué que la CENI ne présente aucune piste comme étant absolue. Elle en a exploré un large éventail en montrant pour chacune les implications au plan légal, technique et politique, se limitant ainsi à son rôle de conseillère des institutions de la République directement concernées par le processus électoral. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, tout en vous remerciant pour cet exercice qui aura permis, par-delà cet hémicycle, une perception plus éclairée du processus électoral par l'ensemble de notre population qui suit avec intérêt cette séance. Je clôture mon intervention en vous renouvelant la disponibilité de la CENI pour toute sollicitation pour laquelle elle pourra être utile. Puisse Dieu Tout-Puissant accorder à ceux et celles qui décideront du sort futur de notre pays dans les domaines des élections la sagesse nécessaire. Chacun de vous peut se faire un jugement. Même les États-Unis, les élections ne sont pas toujours acceptées par tous. Le président Trump a boyaki, mais les États-Unis ne se sont pas arrêtés, ils évolué. Ce qui est congolais, avec l'élection, ça parce que rien n'est parfait. Donc je pense que qui empêcher Mboka d'évoluer. C'est une nouvelle dynamique. Le autre a possibilité de faire des réformes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup à décrire, mais tout est liboso. J'attends de ces réponses. Évidemment, plus encore, je les remercier. Ça n'était pas facile d'organiser les élections. Et aussi, il fallait aussi les remercier le fait qu'il a produit les rapports qu'il nous a présentés. Dans ce sens-là. Donc, au fait, mon intervention, le souci de connaître et de savoir combien on pourrait évaluer les coûts de la machine à voter. Et aussi, s'ils ont respecté la procédure, n'est-ce pas, des marchés publics, avec l'achat, n'est-ce pas, de ces machines à voter. Et dans tout cela, nous disons, il faut que la CENI soit planifiée, il faut que la CENI soit démocratique. La CENI est le fondement même de notre démocratie. C'est la CENI qui nous permet d'obtenir la cartographie, n'est-ce pas, de notre classe politique. Dans ce sens-là. Si la CENI au départ ne pose pas les a priori, l'avenir sera sombre. Nous serons toujours dans les discussions, nous serons toujours dans les polémiques. Cette fois-ci, on veut quand même qu'on ait une CENI appropriée dans la mesure où on peut projeter un avenir meilleur, dans la mesure où on peut sélectionner la vraie classe politique. Une classe politique qui serait l'émanation, n'est-ce pas, de la population. C'est cette classe politique dont nous avons besoin. Ce n'est pas une classe politique qui constitue les écarts avec la population. D'où nous devons partir, n'est-ce pas, de la rupture pour enfin récupérer une vraie CENI. Ces rapports au niveau du Parlement constituent pratiquement une rupture par excellence. On pourra présenter une structure beaucoup plus meilleure devant assurer l'avenir de chacun. Il y a des critiques. On ne construit pas une structure uniquement avec des critiques. La plus grande critique dans tout ça, c'est la rupture. Au moins, nous tous, nous projetons la rupture. Et nous puissions revoir avec la loi une nouvelle CENI capable d'assurer l'avenir comme je viens de le dire tantôt. Non, pas forcément. Si nous installons les bureaux maintenant, il y a possibilité que les élections se déroulent en 2023. Il n'y a rien qui pourra empêcher les élections en 2023, de peur que nous puissions porter atteinte à la Constitution. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous députés. Ça n'est pas seulement de nous députés, aussi de la volonté populaire dans ce sens-là.
Vous savez, la CENI, M. Nanga et son équipe, ils interprétaient à leur façon le terme indépendant. À leur façon. C'est comme, maintenant, il est là devant l'Assemblée nationale, il est en train de rendre compte. Mais il se comportait un peu comme c'était le roi du Congo en matière électorale. Toute arrogance, non. Vous êtes en train de le suivre. La CENI peut être CENI, mais elle est en train de rendre compte, de faire un rapport à l'Assemblée nationale. Et la loi organique sur la CENI prévoit que le Parlement exerce un pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI. Malgré son indépendance, et vous verrez après ça, nous allons instituer une commission d'enquête. Il y aura un audit pour savoir comment, sur le plan du personnel, sur le plan des finances, comment M. Nanga ont géré les finances, parce que ce sont les fonds publics. C'est l'argent du contribuable congolais et le peuple doit savoir ces élections, comment est-ce qu'on a géré l'argent et puis comment on a géré le personnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure devant les représentants du peuple congolais, que M. Corneille Nangaa vient de souiller cette Assemblée nationale, vient de souiller le temple de la démocratie congolaise. Ce monsieur mérite la prison. La CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives, provinciales, et non de fabriquer des résultats ou de nommer des personnages ou des personnalités. Ce que ce monsieur a fait déstabilise aujourd'hui politiquement la République démocratique du Congo. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme désordre dans le secteur politique, c'est parce qu'un certain monsieur Corneille Nangaa a décidé de bousiller le processus électoral de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas à lui de faire des propositions, des réformes électorales. Il a du sang des Congolais entre ses mains. Parce qu'après ces élections, plusieurs personnes sont mortes suite à l'incompétence de M. Corneille Nangaa. Donc c'est pour cela que nous l'avons fait savoir devant les représentants du peuple congolais et nous avons demandé à M. Corneille Nangaa de demander pardon au peuple congolais. Il a fait du mal au peuple congolais et nous lui avons demandé de demander pardon. Biso tokoloba boye o etali passage ya président Nangaa Corneille Nangaa ya CENI na kati ya parlement na biso tolobi eza likambo moko ya soni pe ya pasi que mutu oyo ayebi que amemaki biso na élection na lolenge ekokite aya en toute légèreté ko présenter un rapport oyo ezali ya bambongo ebele qu'on ne justifie même pas en détail comment va marcher et se passer qui aza kolobelango te. Et il vient là tout bonnement kopé sa biso rapport moko oyo biso tomoni ke ezali ko finga ba congolais. Président Corneille Nangaa ya CENI, il fallait aya aloba ba congolais naza ko senga bino pardon. Pardon parce que na salaki makambo ndenge esengaki te. Il avait le devoir ya kopesa biso ba élection moko ya bosembo, ba élection moko ya malamu. Il fallait apesa biso ba résultat ndenge esengelaki bureau par bureau et bino nyonso boyebi bato nyonso bayebi que esalamaki te bato nyonso bayebi que compilation esila te mais bapesa ba résultat donc pona biso tolobi anomaki bato Congolais asengaki e peuple congolais asengaki ba nomele e bato te asengaki ba pesa e bato bipesela te asengaki ba respecter choix na ye souveraineté na ye yango na toza kolakisa ye tolobi il fallait aya na papier na ye alobi na ye kosenga ba congolais bolimbisi nde wana tokokaki koyoka ye tokokaki kovanda tozela tokota ba débat mais na modelo eleki toza komona sens ya likambo yango te tolobi que moto na moto a tiré conséquence ce qui se passe là eza normalité po bato nyonso bayebi le président Nangaa est même sous sanction na bamboka mosusu donc elingi koloba ke même au niveau international même en akati bato nyonso bayebi que asalaki mosala na ye ndenge ekoki te il ne mérite pas d'être là avandi aza koloba lokola likambo moko ya normal. Voilà ce que je voulais dire.